Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais reconnaître d'abord le territoire ancestral des nations Micmac et Malécites de Vigée, sur lequel se trouve Rimouski. J'exposerai d'abord le concept de politique locale en immigration, et je discuterai brièvement de la méthodologie, et je résumerai enfin les deux cas dont mes données sont issues, lesquelles données mettent en lumière certains facteurs de réussite dont je m'inspire pour le modèle que je propose à la fin. Voici donc une définition pour mieux concevoir ce qu'est une politique locale en immigration. C'est un programme ou une stratégie locale, donc à l'échelle d'une communauté ou d'un regroupement de communautés, visant l'attraction et la rétention de personnes immigrantes, c'est-à-dire nées à l'étranger, peu importe leur statut actuel, et dans le but de répondre à un problème de population et de main-d'œuvre. Cela comporte donc un aspect programmatique avec des objectifs visant à régler un problème d'ordre démographique. Cela produit ensuite une stratégie qui est opérationnalisée par un plan et des outils de politique publique. Le tout se joue d'abord à l'échelle locale, tant pour l'élaboration que pour l'intervention. On trouve à cette échelle des acteurs municipaux et multisectoriels, aux pouvoirs et moyens limités, certes. En effet, ce sont les gouvernements provinciaux et fédéraux qui se partagent les compétences en matière d'immigration. Il existe ainsi une autre échelle incontournable et qui comporte des pouvoirs plus vastes pour atteindre des résultats locaux. On note d'ailleurs récemment une attention du fédéral à mettre à la disposition des communautés hors Québec de nouveaux programmes pour l'immigration économique en région. Une chose souvent négligée dans l'élaboration de ces programmes, c'est la capacité locale en matière de politique, capacité qui s'avère en fait un élément très important du succès de ces stratégies. Par exemple, on ne peut pas imposer du haut à une communauté locale de devenir accueillante. C'est une démarche qui se vit essentiellement à la base, avec la participation active d'organisations locales, concertées en réseau de parties prenantes, et qui constitue mon unité d'analyse. Mes questions visent justement à élucider cet aspect. Premièrement, quelle capacité en matière de politique ces réseaux démontrent-ils? Et deuxièmement, quels facteurs peuvent être associés à leur performance? La méthodologie d'ensemble est mixte et je prends appui aujourd'hui sur deux études de cas se déroulant dans les années 2000. Les données proviennent de 34 entretiens avec des personnes clés impliquées dans ces réseaux, en plus de données documentaires, socio-économiques et de recensement. Le cadre théorique de cette présentation repose sur le modèle heuristique classique du cycle des politiques, mais adapté à l'échelle locale. D'abord, il s'agit de voir les enjeux, analyser les conditions du savoir dans le domaine concerné, associer les parties prenantes et les outils de politique publique, formuler le problème et définir la stratégie, mettre en œuvre un plan avec les bons moyens, évaluer et ajuster aux besoins. Toutes ces étapes peuvent laisser des traces et je présume d'emblée qu'il est possible de les jauger afin de porter un regard d'ensemble sur la capacité d'élaboration de politique. Pour ce faire, j'ai proposé un instrument d'appréciation contenant une douzaine de dimensions. Disons seulement ici que j'ai regroupé ces dimensions en trois groupes qui jaugent une capacité tantôt dite potentielle, tantôt substantielle et tantôt efficace. Je reviendrai là-dessus plus loin. Venons-en à ces deux études de cas. Ce sont deux villes-centres en région où les services et les pôles économiques sont concentrés, donc susceptibles d'offrir des conditions attrayantes pour la localisation de personnes immigrantes et de leurs familles. Dans les deux cas, un réseau de parties prenantes publiques et privées se penche sur le problème démographique et conclut que l'attraction de personnes immigrantes est une piste gagnante pour pallier au déclin de main-d'œuvre.
Regardons l'évolution démographique subséquente sur une période de 10 ans, soit plusieurs années après la mise en œuvre d'une première stratégie locale d'attractivité. On voit entre autres qu'entre 2006 et 2016, Brandon a été plus fructueuse tant au niveau de l'attraction que de la rétention, même si la stratégie initiale misait sur l'embauche de personnes au statut temporaire. Dans le cas de Rimouski, ce fut passablement timide, malgré un contingent d'étudiants étrangers d'environ 500 par année au niveau collégial et universitaire. J'ai donc ici un cas au résultat dit positif et un autre au résultat négatif. Voyons maintenant quelques éléments descriptifs. Du côté de Brandon, on note un employeur majeur qui recrute des personnes au statut temporaire après avoir épuisé les possibilités locales. Devant ce flot de nouveaux venus, le service de développement économique de la ville concerte les acteurs socio-économiques afin de soutenir l'établissement et la rétention de ces personnes. Ces parties prenantes, avec l'aide de l'entreprise concernée et de son syndicat, réussissent à créer les conditions de soutien et d'intégration nécessaires en l'absence de programmes fédéraux s'appliquant aux immigrants temporaires. La province, entre-temps, facilite et accélère les procédures permettant à ces personnes d'accéder à un statut permanent via son programme de candidats provinciaux. Du côté de Rimouski, on note à l'époque que les employeurs sont surtout frileux face à l'embauche des personnes immigrantes. Une table en immigration réussit à faire adopter une politique locale par la municipalité, dans laquelle est affichée sur Internet. Cependant, elle ne reçoit aucun moyen de la part du secteur municipal, qui relance plutôt les échelons supérieurs pour un appui. Il existait d'ailleurs un organisme de concertation du développement régional, lequel avait établi une suprastratégie pour l'ensemble de la région. Sous son auspice, les quelques fonds provinciaux dédiés à l'attractivité sont distribués entre les 8 territoires de municipalités régionales de comté. On observe de plus des intérêts sectoriels parallèles, tels en éducation supérieure, où les parties prenantes activent leur propre stratégie pour attirer des étudiants et étudiantes étrangères. Ces personnes, en général, ne demeurent pas dans la communauté après leur diplomation. Au terme de l'analyse des données provenant des deux cas, j'ai pu aligner une série de facteurs contributifs aux 3 dimensions de la capacité en politique publique dont j'ai parlé plus haut. Je sais que c'est beaucoup de texte et je résumerai. L'idée, c'est de vous montrer l'ampleur des aspects qui sont ressortis en cours de recherche. Ces facteurs sont presque tous corrélés positivement avec les résultats de chacun des cas, ce qui est assez démonstratif de leur influence en théorie. Ces facteurs doivent quand même être pris et compris dans un mode configuratif, c'est-à-dire que c'est un ensemble de facteurs qui contribuent simultanément aux conditions de réussite. De façon sommaire, on peut retenir que la capacité potentielle de ces réseaux repose sur la capacité de compréhension des enjeux, d'apprentissage des conditions d'attraction, de réseautage et de planification, le tout dans un mouvement du bas vers le haut. Une gouvernance unifiée du réseau apparaît ici comme un facteur clé pour la réussite de ces processus. Du côté de la capacité substantielle, celle-ci se vérifie dans le libellé d'une stratégie adéquate qui implique les parties prenantes de tous les niveaux concernés, incluant la partie gouvernementale, et appuyée par des moyens concrets en termes de ressources et de programmes. Un point majeur de cet aspect est la présence constante d'un leadership transformationnel pour rallier et raccorder les acteurs entre les divers silos. Enfin, concernant la capacité dite efficace,
Elle se vérifie par un engagement local des partenaires impliqués en provenance des secteurs privés, publics et communautaires. Cet engagement permet, entre autres, de mieux assurer et coordonner les services pro-immigrants. Mais surtout, à l'étape de la mise en œuvre, la diversité culturelle doit être vécue tant au niveau des emplois, des services, que sur la place publique en général, afin de lancer un signal clair aux personnes immigrantes intéressées. Ces résultats m'amènent enfin à proposer un cadre servant à visualiser les dimensions essentielles à l'optimisation d'une capacité efficace en matière de politique d'immigration locale. Avant tout, considérons que le tabouret représente ici le réseau des parties prenantes impliquées cherchant à optimiser leur capacité ou compétences collectives. Les conditions suivantes apparaissent dès lors toutes comme nécessaires pour atteindre une capacité optimale en matière d'attractivité. Ça prend d'abord des autorités municipales prêtes à promouvoir la vision et supporter le réseau, son leadership et sa coordination. Tel que mentionné, la personne leader doit posséder une vraie influence sur les parties prenantes, être habile en réseautage, en planification, compétente en analyse et être en place assez longtemps pour assurer le suivi et la mise en œuvre. On a aussi besoin d'une implication formelle des principaux employeurs dès la mise en place du réseau et durant la phase de développement de la stratégie. Mais encore, on a besoin de leur engagement à développer des pratiques en ressources humaines faites d'ouverture face à la diversité et qui se traduisent par l'embauche et le soutien à l'entreprise des personnes immigrantes. Ensuite, l'ensemble des services publics et privés de première ligne doivent refléter la volonté collective d'être accueillants face aux personnes immigrantes. On ne soulignera jamais assez l'influence primordiale des personnes intervenantes de première ligne dans le traitement des nouveaux arrivants. Finalement, on a besoin d'établir une collaboration à multiniveau avec les pouvoirs publics supérieurs, notamment avec les ministères de l'immigration et de la main-d'œuvre. Ceux-ci, en échange, doivent y déléguer des représentants et assurer un alignement conséquent de leur politique. Cette collaboration à multiniveau n'est pas représentée comme un élément tardif dans la construction de cette capacité, mais une condition permanente. C'est pourquoi les barreaux de la chaise communiquent entre les étapes et les divers intervenants du réseau. Si toutes ces conditions sont réunies, on peut dès lors affirmer que la stratégie du réseau ainsi que sa capacité d'élaboration et de mise en œuvre est conséquente aux intentions réelles de cette communauté et des gouvernements associés. Ce modèle ne garantit pas le succès a priori, cependant, car il y aura toujours des facteurs externes difficiles à contrôler. C'est donc un cheminement cohérent et évolutif sur plusieurs années dont il s'agit, avec monitoring et ajustement en cours de route. En conclusion, si toutes les conditions environnementales demeurent constantes, la capacité d'attraction de la communauté pourrait être optimale dans son propre contexte. Merci enfin pour votre attention et en espérant que nous puissions poursuivre la discussion lors de notre atelier.